Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 29 mars. Les pays exportateurs de pétrole augmentent leur production, mais les prix à la pompe ne devraient guère baisser pour autant. Les éleveurs de la FNSEA veulent connaître la vérité sur l'origine de la maladie de la vache folle qui supprime les troupeaux. Ils portent plainte contre X. Fin de la liberté pour les ours dans les Pyrénées. Les députés ont voté un texte exigeant leur retrait immédiat. Peut-être un titre de champion du monde pour Gwendal Pesera et Marina Anissina, d'origine russe. Ils sont en tête du classement de la compétition de danse qui se dispute en ce moment même à Nice. Beck au Zénith. Ce soir à Paris, le chanteur-musicien californien fera une démonstration, on le dit, exceptionnelle. Et puis à cette actualité, il faut ajouter l'effervescence en fin de matinée dans la cour de l'Elysée à l'issue d'un conseil des ministres pas tout à fait comme les autres. Les nouveaux ministres, enfin les vrais nouveaux ont été très regardés. Quant à ceux qui étaient de retour, ils avaient parfois perdu leurs habitudes. Reportage Laurent Hakim, Philippe Boissry avec Jean-Jacques Le Garec. Après le stress de la rentrée, les nouveaux élèves de la classe Jospin ont largement profité de la récré. D'abord, on a dû faire de la place au parking. 4 ministres de plus, ce sont 4 voitures de plus qu'il faut garer. Dans l'émotion du premier jour, il y a d'abord la version Laurent Fabius, j'ai perdu ma voiture. C'est très bien. C'est pas votre voiture. C'est pas votre voiture, monsieur Fabius. Allez derrière, allez derrière. C'est pas ma voiture. Puis la version je l'ai retrouvée, ne cassez pas ma voiture. Il y a la version Guy Ascoët, incontestablement le plus émotif. C'est son premier conseil des ministres. Il en oublie même son impair au vestiaire. Il faut dire que la solennité des lieux l'a un peu étourdi. Ce qui était étonnant, c'est le silence et l'écoute globale de l'ensemble des ministres. Jean-Luc Mélenchon n'aime pas beaucoup la bousculade. Il raconte qu'il a salué le président Chirac avec le ton qu'on lui connaît. Il m'a dit bonjour, et moi aussi je suis bien élevé, vous savez, je suis de gauche, mais je viens de banlieue, mais je suis bien élevé. Allez, on y va celui-là. Michel Sapin, lui, est ministre pour la 3e fois, de quoi jouer les blasés. Comme tous les conseils des ministres, j'ai une habitude, pas beaucoup de nouveautés. Jack Lang était très attendu, mais on ne l'a pas entendu, peut-être un peu de trac juste avant la passation des pouvoirs avec Claude Allègre. Catherine Tasca, en revanche, ne cache pas son enthousiasme. Très bien, très bien. J'étais heureuse d'y être. L'instant nostalgie, c'est avec Ségolène Royal. Studieux, travailleur. La nouvelle ministre de la Famille parle encore comme un ministre de l'enseignement scolaire. Bien, tout le monde a bien travaillé, comme d'habitude. Alors dans la joyeuse bousculade, les autres ministres tentent à leur tour une sortie. Chacun peut d'ailleurs rentrer travailler, car il n'y aura pas, du moins pas aujourd'hui, de photos de classe de la nouvelle équipe Jospin. Et puis une réunion calme du nouveau gouvernement est prévue demain après-midi pour un tour d'horizon général sur la situation politique. Mais l'autre nouveauté politique vient de la droite. En effet, Philippe Séguin sera reçu samedi par le président Chirac. Il avait demandé un rendez-vous. Ce sera la première fois que les deux hommes se retrouveront ainsi depuis la démission de la présidence du RPR de M. Philippe Séguin le 16 avril 1999. Dernier changement annoncé en politique, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est Raymond Forny, député socialiste du territoire de Belfort, qui succède à Laurent Fabius. Raymond Forny, 58 ans, fils d'immigrés italiens, n'est devenu français qu'à l'âge de 17 ans, comme il a voulu le rappeler dans son premier discours, en rendant hommage à sa mère disparue. 9 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, se sont mis d'accord à Vienne pour hausser le niveau de production, c'est-à-dire le nombre de barils vendus chaque jour. Seuls l'Iran et l'Irak ont fait bande à part. Du coup, on peut raisonnablement penser que les prix à la pompe pour les consommateurs pourraient baisser, mais c'est loin d'être aussi simple. Explication Émilie Lançon. Quand on demande à un automobiliste ce qu'il pense du prix de l'essence, c'est à chaque fois la même rengaine. Il me semble que c'est un petit peu augmenté et c'est pas très agréable. Un petit peu, 16,7% l'an dernier pour être précis. Si le carburant est cher, c'est parce que le prix du baril de pétrole est élevé, autour de 30 $, du jamais vu depuis la guerre du Golfe. Pour enrayer cette flambée des prix, hier soir, les pays de l'OPEP se sont mis d'accord afin de produire plus. Par un effet quasi mécanique, quand la production de pétrole augmente, le prix du baril, lui, baisse. Mais de là à dire que cette baisse est immédiatement visible à la pompe à essence, les compagnies pétrolières restent prudentes. Je vous rappelle que le prix de l'essence, c'est à peu près 80% de taxes. Alors cette partie-là, ça ne bouge pas. Donc vous pouvez avoir un effet sur le prix de l'essence, mais qui va être un effet de quelques pourcents, qui ne va pas être un effet de division par deux.
Les taxes représentent en effet plus de 70% du prix de l'essence. Pour le samplon 98 par exemple, le prix moyen hors taxe est de 2,17 francs le litre. Les taxes sont de 3,87 francs par litre. Vient s'y ajouter la TVA. Au bout du compte, le litre de samplon 98 coûte 7,28 francs en moyenne. Alors, les compagnies pétrolières sont-elles vraiment impuissantes face aux taxes ou mettent-elles de la mauvaise volonté à baisser les prix ? Nous avons l'impression qu'effectivement, lorsque le prix du baril du pétrole augmente, la répercussion à la hausse est immédiate. Lorsqu'il diminue, il y a beaucoup plus de difficultés pour que la baisse soit répercutée. Le Conseil de la concurrence a été saisi. Il devra dire si oui ou non les compagnies pétrolières s'entendent entre elles pour accroître leurs marges. Depuis le début de l'année 2000, en France, on a comptabilisé 12 cas de vaches folles. À chaque fois, c'est tout le troupeau qui est abattu. Dans le Rhône, il y a quelques jours, 670 bêtes, 670 ont été supprimées après un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. Les éleveurs membres de la FNSEA du département de l'Ain, également touchés par un cas de vache folle, ont décidé d'employer une procédure judiciaire en portant plainte contre X afin de remonter la filière des responsabilités. On veut savoir comment la contamination se propage, disent-ils. Plusieurs manifestations d'éleveurs ont eu lieu aujourd'hui avec toutes pour objectif d'où vient cette épidémie. Reportage Éric Mézy avec Benoît Gadret et Olivier Jacquelin dans l'Ain. Le troupeau de Patrick Ruet a été abattu il y a juste quelques semaines. Un cas de vache folle y avait été détecté. Il tenait donc à manifester ce matin avec 200 autres éleveurs devant l'usine qui lui a fourni les aliments pour son troupeau. 10 ans après l'interdiction des farines animales aux bovins, il ne comprend toujours pas comment cela a pu se produire. On a dit tout à l'heure, les responsables, les farines doivent être interdites depuis 90. Des animaux, 5 ans après, ont toujours été contaminés d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas comment. Et 10 ans après les interdictions, les animaux tombent toujours malades. Alors là, on se pose vraiment beaucoup de questions. Très serein, le fabricant d'aliments a fait visiter ses ateliers aux manifestants. Une opération porte ouverte mais qui n'a apporté aucune réponse. Aujourd'hui, beaucoup de zones d'ombre subsistent quant au mode de contamination de l'ESB, la maladie de la vache folle. Je doute comme tous les éleveurs. Personne ne sait aujourd'hui quelle est la cause réelle de cette maladie. On parle de contamination croisée dans l'aliment, mais on parle aussi d'autre chose. Donc effectivement, il faut que le monde scientifique se positionne clairement sur cette affaire. Certains fabricants ont-ils depuis 1990 utilisé frauduleusement des farines animales? C'est une des hypothèses retenues. À chaque nouveau cas, les services vétérinaires enquêtent chez les éleveurs et les fabricants. Pour l'instant, 11 dossiers sont entre les mains de la justice. Il y a eu un certain nombre de transmissions de dossiers à la justice. Un certain nombre ont été classés, faute de preuves suffisamment formelles. Comme je vous dis, reconstituer ce qui s'est passé 5 ans auparavant, c'est parfois extrêmement délicat de construire un dossier très solide vis-à-vis de la justice. Donc un certain nombre ont été classés et un certain nombre sont toujours en cours. 92 cas de vaches folles nées après l'interdiction des farines animales sont apparus en France depuis 10 ans. C'est pourtant la première fois que la FNSEA décide de porter plainte. Surenchère syndicale, estiment les fabricants d'aliments, ils y voient une volonté de la FNSEA de contrer leurs concurrents de la Confédération paysanne. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, c'est le prince Charles lui-même qui vante les mérites du bœuf britannique. Il avait convié 21 des meilleurs chefs cuisiniers européens pour en faire la démonstration. Mais bon chrétien, le prince qui fait carême actuellement n'a pas touché au steak. Correspondance à Londres, Benoît Duquesne avec Sten Rosenlund. Le prince Charles a donc décidé de monter lui-même au front pour défendre le bœuf britannique injustement frappé d'embargo par ses cousins français. Et pour engager cette croisade, quoi de mieux que quelques grandes toques françaises, expertes en qualité, diplômées du palais, pour certifier que le bœuf anglais est bien le meilleur qui soit. Tout le monde l'a donc goûté, à l'exception du prince qui faisait carême, ce qui n'empêche pas les discours de fin de banquet, en toute civilité et en bonne intelligence. Depuis que l'Allemagne a levé son embargo, nous attendons avec impatience de reprendre nos relations commerciales. Et j'espère que la France reverra sa politique. Car à l'heure où la Grèce, l'Italie ou la Belgique rouvrent timidement leurs portes au bœuf britannique, l'intransigeance française laisse perplexe. Il s'agit donc de convaincre en jugeant sur pied des efforts consentis par l'Angleterre pour assainir son marché. À partir du moment que la France débloque la situation avec l'Angleterre, je serais ravi, si vous voulez, de resservir du bœuf britannique, sans problème, bien sûr. Alors on leur a tout expliqué aux chefs français sur la traçabilité et les mesures prises pour éliminer tout animal suspect de la chaîne alimentaire, même si l'on a encore dénombré 1800 cas de vaches folles l'an dernier. Apparemment, tout ça paraît très sérieux. Je pense que c'est assez convaincant. Sans cautionner quelque chose, on peut quand même venir rendre
voir pour se rendre compte. Je crois que c'est important. Quand on nous dit quelque chose, il faut quand même venir voir pour vérifier. Sous le charme, les chefs français. Et s'il leur reste encore des questions, ils pourront toujours les poser au prince Charles, qui n'a pas hésité, on le voit, à se plonger dans le dossier. Les fonctionnaires des douanes manifestaient aujourd'hui contre le plan de restructuration de leur administration en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté, à Lille, mais également au Pertus, à la frontière espagnole. Les douaniers ont quelquefois bloqué les passages. Ils dénoncent un plan qui prévoit des suppressions d'emplois dans les douanes. Pascal Golomer vient d'apprendre que la direction des douanes avait annoncé ce soir aux syndicats que les projets de réorganisation engagés fin novembre étaient clos. Ce plan, c'était la version douanière de la réforme du Bercy de M. Sauter, dont le retrait avait été annoncé la semaine dernière. Dans les postes après Nice, c'est à Toulouse que des usagers ont assigné l'administration postale en justice pour obtenir la continuité du service public et donc la distribution du courrier. À Nice, nous vous le disions lundi, les juges ont décidé de condamner la Poste à une astreinte financière. À Toulouse, le juge a choisi une voie originale. Il a entrepris une médiation qui est toujours en cours ce soir à Toulouse. Ernest-Antoine Seillière, le président du MEDEF, tient parole au titre de la transparence. Il avait recommandé aux dirigeants des grandes sociétés de rendre public leurs revenus. Tous, loin s'en faut, ne l'ont pas fait. M. Seillière, lui, l'a fait et il a dévoilé sa rémunération de patron, un peu plus de 3 100 000 francs par an après impôt. En Ouganda, le 17 mars, on apprenait que plusieurs centaines de personnes se seraient immolées. Elles appartenaient toutes à une secte. Petit à petit, la vérité se fait bien différente. Il y aurait plus de 700 victimes, dont beaucoup d'enfants. Et leur mort semble être plutôt un assassinat en masse. Patrick Fandiot. Ça creuse encore. Ces prisonniers réquisitionnés fouillent cette fois la maison d'un des gourous de la secte. Un ancien prêtre qui affirmait disposer sous la dalle de béton d'un réfrigérateur souterrain. On y a trouvé 53 cadavres. 53 aujourd'hui, 28 hier, 74 lundi. Chaque jour, l'unique médecin légiste de la police ougandaise refait ses macabres calculs. Déjà plus de 700 morts et plus personne pour croire à un suicide collectif. Nous avons de plus en plus de preuves qu'ils ont été étranglés. Les victimes sont enterrées une seconde fois, très vite, sans autopsie, sans identification. Personne ne sait donc si le principal gourou, Joseph Kibwetere, en fait partie, même pas son épouse. D'après ce qu'on nous a dit, il était sur les lieux. En tout cas, certains l'ont vu. Et moi, je suis sûr qu'il y était. Pour les enquêteurs, le mobile du crime s'éclaircit. Le gourou avait promis la fin du monde à ses adeptes. Il avait récupéré leurs biens. La fin du monde n'a pas eu lieu. Les adeptes ont réclamé leur dû. Il les a massacrés. À Miami, ce soir, les services de l'immigration et les proches du petit enfant cubain Elian González sont réunis. Le garçon est âgé de 6 ans. Il avait été recueilli vivant après le naufrage d'une embarcation, naufrage dans lequel sa mère est décédée. C'était au mois de novembre dernier. Depuis, entre Cuba et les États-Unis, où la communauté anticastriste est très active, on s'échange des menaces au cas où Elian ne reviendrait pas à La Havane. L'administration américaine doit prendre une décision demain et elle entend bien que cette décision soit appliquée dans un sens ou dans un autre. Correspondance à Washington, Étienne Lénart avec Aaron Diamond. Que comprend donc ce petit garçon de 6 ans de la bagarre qui depuis 4 mois entoure sa présence sur le sol américain? Juché sur les épaules de son oncle, sous les hurrahs des exilés cubains de Miami, Elian González est devenu un symbole. Pas un jour sans qu'une caméra ne traque son bonheur supposé dans le jardin où l'a recueilli la famille de sa mère, morte elle noyée dans le naufrage de leur embarcation de fortune. À la justice américaine, pour qui la place de l'enfant est auprès de son père à Cuba, son oncle, exilé à Miami et farouche adversaire du régime de Fidel Castro, répond qu'il est bien mieux chez eux. Et depuis 3 jours, tous les médias américains de poser inlassablement la question « Où est donc la place du petit garçon ?» Une présentatrice vedette de la télé américaine s'est même invitée chez son oncle pour se faire une idée. Par interprète interposé, Elian ne parle pas encore l'anglais. Elle en a conclu qu'il valait mieux qu'il reste là. Ce n'est évidemment pas l'avis de Fidel Castro, qui s'est empressé de récupérer le drame du petit Elian pour en faire une cause nationale. Ce week-end encore, faussement naïf, il suggérait d'envoyer un bataillon de soldats cubains pour ramener l'enfant auprès de son père et sur la terre promise. À Miami, où l'on attend cet après-midi une dernière tentative de conciliation, ceux qui ont choisi l'exil promettent de s'opposer par tous les moyens au retour du petit garçon à Cuba. Et si cette réunion de la dernière chance échoue, eh bien la justice américaine entend renvoyer l'enfant à Cuba le plus rapidement possible. On souhaite alors bien du plaisir aux policiers qui tenteront de récupérer le petit Elian dans la maison de son oncle.
En France, le tribunal correctionnel de Briey, en Meurthe-et-Moselle, a condamné hier soir à 2 mois de prison avec sursis un lycéen de 20 ans qui avait giflé l'un de ses professeurs dans un lycée technique de Longwy. L'élève de terminale devra également trouver un autre établissement pour préparer son baccalauréat. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn, interrogé pour la première fois sur le fond par les juges parisiens Eva Joly et Laurence Wisniewski. Première audition sur le fond. Monsieur Strauss-Kahn est poursuivi pour complicité par instruction donnée et recel d'abus de biens sociaux dans le cadre en marge de l'affaire Elf. Le projet de loi sur la présomption d'innocence et sur les conditions de la garde à vue, c'est-à-dire l'enregistrement des propos et gestes lors de cette garde à vue, est actuellement examiné au Sénat en seconde lecture. Dans ce projet, défendu par Madame Guigou, il est aussi question des bracelets électroniques qui devraient être posés en juillet prochain. Ceux-ci seraient portés par des personnes condamnées qui éviteraient ainsi l'incarcération. Valérie Hermite et Nathalie Gallet reviennent de Rotterdam, aux Pays-Bas, où l'expérience existe déjà depuis 5 ans. Glan et Saskia forment un couple heureux et en apparence ordinaire. À une petite nuance près, ce bracelet électronique que Glan porte à la cheville jour et nuit et qui fait de lui un prisonnier. Ça, c'est mon emploi du temps pour la semaine. Ça indique les heures où je dois être chez moi et les heures où je peux sortir pour aller travailler. Obligatoirement ? Oui. Cette opportunité de passer ses 5 derniers mois de prison dehors, Glan l'a saisie, mais après hésitation. Je n'ai pas accepté tout de suite, car beaucoup de gens en prison me disaient que je n'aurais plus de vie privée. Mais après réflexion, j'ai accepté. J'étais sûr que ce serait mieux que les barreaux. Ici, je peux travailler, être chez moi, et ça, c'est très important. Sa liberté est effectivement toute relative. Ses allées et venues sont contrôlées par ce boîtier lui-même relié par téléphone à un ordinateur. Allô ? Toutes les semaines, son agent de probation lui rend visite, vérifier que tout se passe bien et mettre au point son emploi du temps dans les moindres détails. Car ce programme est aussi un formidable contrat de confiance. Lorsque Glan sort de chez lui, l'ordinateur perd sa trace. J'imagine que certains diront c'est trop de liberté. Mais ce n'est pas vrai. C'est très dur de supporter d'être contrôlé 24 heures sur 24 par un système électronique. Je ne peux pas aller dans ma voiture, ou même au bout de la rue. Ma maison est en quelque sorte un peu ma prison, sauf qu'il n'y a ni barreau ni gardien et que j'y fais ce que je veux. En fait, vous devenez votre propre gardien de prison. C'est à soi-même de se surveiller. ADT, une énorme société de sécurité. C'est ici que Glan est contrôlé. Quelques minutes de retard ou d'avance sur l'heure prévue et l'ordinateur donne immédiatement l'alerte. Depuis 5 ans, le système est bien rodé et les Pays-Bas l'ont définitivement adopté. Les prisons coûtent très cher et elles étaient surpeuplées. Mais c'est aussi un choix philosophique. Nous voulons à la fois punir les gens, mais aussi les aider. Glan se dit heureux de vivre cette expérience, mais tous n'y parviennent pas. 10% de ces prisonniers électroniques n'arrivent pas à respecter les contraintes et retournent en prison. Le colonel de gendarmerie Jean-Michel Méchin, mis en examen et écroué lundi, a été remis en liberté aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Sa détention ne répond pas aux obligations imposées par la loi, ont dit les magistrats, qui ont ainsi désavoué la décision du juge d'instruction. Le colonel est soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels défense relatifs à la situation au Kosovo à des journalistes français du Canard enchaîné et du Point. Demain à Paris, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, ouvrira les assises de la police de proximité. On se souvient qu'il y a 2 ans, le ministre avait souhaité redéployer les forces de police et donc, par voie de conséquence, fermer certains commissariats. La réaction de protestation fut immédiate, pas seulement des syndicats de policiers, mais aussi des élus des communes concernées. Demain, ils seront 2000 à Paris, participant à ces assises, mais le projet du ministre s'est réduit comme peau de chagrin. Il ne reste qu'une poignée de villes susceptibles de connaître la fermeture de leur poste de police. Agnès Varamian et Nadine Picard comparent maintenant 2 communes, Bagnères de Bigorre et Vitry-de-François. L'une a accepté, l'autre refusé le projet. Bagnères de Bigorre et son commissariat. 4 à 5 fonctionnaires dans la journée. Tranquille, les journées. Impeccable, merci. C'est calme, hein? Oui, pas mal. Mais ça n'a pas duré. Vous avez attendu combien de temps pour venir ici? 21 ans.
21 ans de galère avant une CRS, avant de venir là. Une mutation ici, c'est la récompense, une sorte de pré-retraite, après la région parisienne et ses cités. Le maire de Bagnères en a bien conscience, mais il est traumatisé par les menaces qui pèsent sur l'emploi dans sa commune. Un commissariat, c'est une trentaine de familles. Et les syndicats de policiers sont là pour rappeler que la police est un service public comme un autre. C'est d'ailleurs ce qui nous inquiète un petit peu, c'est tout le transfert des services publics qui se fait. Hein. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, vous en êtes la première victime. Hein. Bon, les impôts, l'EDF, bon, on a enlevé d'ici la maternité. Pour Bagnères de Bigorre, aucune décision de fermeture n'est prise. Il y a 2 ans, après ces manifestations d'élus et de policiers, le ministère de l'Intérieur avait revu ses ambitions. De la fermeture de 94 commissariats, on est passé à 6 villes où le gouvernement devait tenter de convaincre. Ici, à Vitry-le-François, c'est fait. La mairie a même réservé ses logements pour les futurs gendarmes. D'abord, opposé à la fermeture du commissariat, le maire a changé d'avis. Et pas seulement pour plaire à ses amis socialistes, dit-il. Je l'ai fait parce qu'on y a intérêt et parce que les Vitriens s'y retrouveront dans leur sécurité. Parce qu'on va tripler les effectifs de patrouille, on va doubler les moyens sur le terrain. Et c'est ça qui est important. Monsieur le maire a donc négocié, marchandé. Il échange 37 policiers contre 65 gendarmes. Et la gendarmerie s'est engagée par écrit à vous fournir tant d'effectifs et à ne jamais y toucher? Et voire même, si ce n'est pas suffisant, les augmenter. Par écrit? Par écrit. Ici, l'opposition de droite accuse le maire de brader la sécurité. Et dans 1 an, pour les élections municipales, l'argument servira, n'est-ce pas? Évidemment, évidemment. Attendez. Et si Madame la commissaire reçoit le député, elle n'a rien à nous dire. Les consignes du ministère de l'Intérieur sont au silence. Le dossier est jugé politiquement trop sensible. Un accident de la route à Bonnetable dans la Sarthe lundi vers midi a provoqué la mort de 3 personnes. Une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule. À l'origine de cette collision mortelle, selon une enquête de gendarmerie, l'utilisation d'un téléphone portable par la conductrice fautive. 3 mois après les tempêtes de fin décembre 1999, les petits propriétaires forestiers se font entendre. Ils évoquent la baisse de leurs revenus et par voie de conséquence, les communes forestières sont en difficulté. 40 d'entre elles se sont regroupées en Lorraine devant la Mévente du Bois. Une centaine de personnes, dont 50 élus, manifestaient devant la préfecture de Nancy pour attirer l'attention sur leur trésorerie à sec. La nuit dernière à l'Assemblée nationale, alors que les élus débattaient difficilement de la loi sur la chasse, un amendement a été voté exigeant le retrait immédiat des ours dans les Pyrénées. Depuis 4 ans, les bergers, mais aussi des élus locaux de l'Ariège, dénonçaient les saccages générés par ces ours réintroduits dans cette région. Les députés ont donc décidé de mettre fin à l'expérience. Commentaire Hélène Vergne avec Nathalie Gallet. C'était en 1996. Melba retrouvait sa liberté dans les montagnes pyrénéennes. Au total, 3 ours originaires de Slovénie ont été accueillis en France à la demande de l'État. 4 ans plus tard et quelques dizaines de brebis en moins, la réintroduction de ces prédateurs est remise en cause. Cette nuit, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté un amendement exigeant le retrait des ours. Ça va faire 4 ans que les éleveurs, les bergers, tous ceux qui vivent en montagne expliquent que leur vie est beaucoup plus difficile, qu'il ne suffit pas d'indemniser les éleveurs. Plus encore que les dégâts causés par les prédateurs, le député dénonce la gestion de l'opération. Il est vrai qu'en 1996, aucune étude d'impact n'avait été réalisée. Cette erreur conduit aujourd'hui l'État à donner raison aux députés. Je reste convaincue qu'on ne peut pas imposer la réintroduction d'un animal sauvage et d'un grand prédateur à des populations qui n'auraient pas été étroitement associées. Les ours slovènes vont donc payer parce que l'homme n'a pas su gérer correctement leur retour. Aux yeux des défenseurs de l'environnement, tout n'a pas été tenté pour assurer la cohabitation. Laissons les scientifiques travailler. Il y a certainement des solutions à apporter. Peut-être faudra-t-il arriver à enlever un ours. Je ne sais pas, mais laissons-les travailler et on ne peut pas légiférer sur 2 ours. Sinon un jour on légiférera sur un aigle royal, on légiférera sur 3 chats sauvages. Inquiets des conséquences de l'amendement, les défenseurs de l'ours sont aussi très amers. Car au-delà des querelles humaines, les oursons, nés en France, prouvent que cette réintroduction est avant tout un succès. En Savoie, à Tignes, le barrage le plus haut de France vient d'être totalement vidangé. Tous les 10 ans, ce genre d'ouvrage fait l'objet d'une inspection technique des parois ou encore des parties mécaniques. Ce matin, les dernières vannes du barrage de Tignes ont été ouvertes.
Alors c'est aussi l'occasion de redécouvrir le vrai vieux village de Tignes, enseveli par les eaux en 1952. Reportage Patrice Pellet et Pierre Moscovitch. L'ouverture des vannes situées au pied du barrage, c'était ce matin le point final de l'opération qui a permis l'évacuation de 250 millions de mètres cubes d'eau. Alors, au fond de la vallée, le passé a refait surface. Quelques murs, la trace d'une rue, voici l'ancien village de Tignes, enseveli sous les eaux depuis 48 ans. Jean Lambert habitait le village, il a toujours regretté sa disparition. On ne comprenait pas qu'on puisse noyer un village. C'était d'ailleurs, il paraît d'ailleurs qu'on ne peut pas faire disparaître une commune complètement. C'est pour ça d'ailleurs que l'EDF a été obligé de reconstruire l'église, la mairie, tout ce qui fait partie du domaine public et le cimetière. Pendant 6 ans, 5000 ouvriers ont coulé des milliers de tonnes de béton. Depuis 1953, depuis sa mise en eau, tous les 10 ans, on vide le barrage pour une inspection minutieuse. C'est le moment où on fait une sorte de l'équivalent d'un contrôle technique pour une automobile. On fait une visite et un nettoyage des parties qui sont habituellement inaccessibles. On vérifie l'état général, c'est-à-dire l'état de surface, et si éventuellement il s'est produit des fissurations depuis la dernière vidange. Dans 3 semaines, l'inspection sera terminée. En mai, les vannes seront fermées. L'on retrouvera alors son niveau dans le lac. Pour les nostalgiques, rendez-vous dans 10 ans pour revoir l'ancien village de Tignes. À Nice, au championnat du monde de patinage artistique, on est encore sur le coup de l'agression, sous le coup de l'agression dont a été victime hier le patineur français Stéphane Bernadis, même si celui-ci, avec Sarah Abitbol, participera bien ce soir à l'épreuve par couple. Reportage Nathanaël de Rinxin et Philippe Deslandes. Depuis hier, le personnel de sécurité de la patinoire de Nice a accru sa vigilance. Pour les patineurs français, la protection est carrément devenue rapprochée. Ce matin, Stéphane Bernadis a tenté de s'isoler pour s'échauffer. Il a tout de suite été rappelé à l'ordre par son garde du corps. La protection organisée autour de la délégation française depuis le début de la semaine semble aujourd'hui parfaitement justifiée. L'agression de Stéphane Bernadis, en revanche, demeure un mystère. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je ne sais pas du tout. On n'a pas identifié l'agresseur. Je ne comprends pas le mobile. Je souhaite qu'une chose, c'est que on le trouve le plus rapidement possible et que notre ami Stéphane balaye tout ce mauvais souvenir de ce championnat par une formidable réussite que je lui souhaite. Visiblement gêné par sa blessure, ce matin à l'entraînement, le patineur français a obtenu l'autorisation de subir une infiltration juste avant la compétition. Tout à l'heure, avec Sarah Abitbol, il tentera de remporter une médaille. Ensuite, il aura tout le temps de revenir sur l'agression dont il a été victime. Une agression dont tout le monde parle encore ce soir à Nice. Une agression dont les juges pourraient bien tenir compte au moment de noter le couple français. En danse, en catégorie danse, à Nice toujours, le couple Gwendal-Pesra, Marina Anissina est en tête du championnat du monde à l'issue du premier programme vendredi soir. Il pourrait bien remporter le titre mondial 9 ans après Isabelle et Paul Duchesnay. L'histoire de ce couple Pesra-Anissina est peu banale. La rencontre franco-russe tient du hasard. Alors on va retrouver Nathanaël de Rinxin et Philippe Deslandes pour ce portrait de couple. Comme un murmure, de plus en plus insistant, comme un chuchotement que tout le monde entend. Le secret est bien mal gardé. Gwendal et Marina glissent vers le titre mondial. Leur version des Carmina Burana est devenue en quelques mois une référence dans le petit monde de la danse sur glace. Chez les Anissina, le patinage, c'est une affaire de famille. La maman de Marina a représenté l'URSS aux Jeux Olympiques de Sapporo. Lancée sur la glace dès son plus jeune âge, Marina devient championne du monde pour la Russie en 1993. Mais son partenaire la quitte. Pour continuer à patiner, Marina rejoint la France et Gwendal. Elle est accueillie par la famille Pesra. Il y avait la barrière de la langue, il y avait un tas de choses qui changeaient pour elle. Donc on a essayé, dans la mesure de notre possible, de faire que ce soit plus facile pour elle, quoi. La sacoche mise à part, avec ses cheveux longs et ses vêtements noirs, Gwendal ressemble plus à un musicien qu'à un étudiant en école de commerce.
Ça tombe plutôt bien. Gwendal est avant tout danseur et la musique, c'est toute sa vie. Danse, ça sous-entend musique forcément. On n'imagine pas de la danse. Même danser dans le silence, ça donne déjà une musique parce qu'il y a un rythme au niveau de la chorégraphie. Donc. Récemment, Gwendal a modifié lui-même une partie de la musique de son programme pour être en harmonie avec le choix des juges. Parfait. Tout a été pensé dans les moindres détails. La victoire de Marina et de Gwendal est programmée pour vendredi soir. Voilà, le patinage artistique, c'est sur France Télévisions. Le footballeur français Nicolas Anelka, réintégré dans l'équipe du Real de Madrid mercredi prochain, 5 avril, mais il continuera à être suspendu de son salaire. Nicolas Anelka avait fait son acte de contrition hier. Du rugby, voici la composition du 15 de France qui affrontera pour la 5e journée du tournoi des 6 nations l'Italie au Stade de France samedi et en direction France 2. Pour la ligne arrière, les voici, pour les lignes avant. Ensuite, Bernard Laporte, l'entraîneur, a remis Abdelatif Benazi sur le banc des remplaçants. C'est le bréviste Lionel Mallier qui est titulaire. Les remaniements se suivent pour des raisons de blessure ou de méforme. Abdelatif Benazi n'est, paraît-il, pas très content. Ce soir, c'est un véritable phénomène musical qui se produit au Zénith à Paris. Il s'appelle Beck Campbell Hansen, alias Beck. Il a 29 ans, il est américain de Californie. C'est un musicien touche-à-tout. Ses albums, comme celui-ci, comme ces gars-là, ont un succès exceptionnel. Olivier Nenouza et Blaise Grenier présentent Beck. Sécurité renforcée, service d'ordre déployé pour protéger un virtuose, un touche-à-tout de génie, le prince de la musique moderne, le chanteur bricoleur le plus doué de sa génération. Un petit blanc Beck élevé dans les quartiers noirs de Los Angeles. Beck Hansen, salué avec révérence par Bob Dylan, Paul McCartney. Version 5 Pro Tool system, hooked up, rocking Mac beats in Portugal, Mac keyboard is in effect, 16 channels. Beck, encensé par la critique unanime. La musique doit vous entourer, vous submerger. J'essaie de créer une musique qui a une distance, une profondeur. Il y a des choses qui se passent ici, d'autres là, en bas, et puis en haut. J'essaie de remplir l'espace sonore de toutes ces variantes. Folk, groove, rap, rock, bossa, country, funk, Beck cultive un éclectisme musical unique dans l'histoire de la pop. Beck a toujours été attiré par la culture française. Spécialement Baudelaire, ces thèmes sur la décadence dans lesquels j'ai puisé pour créer cet album. L'énergie de Baudelaire, la musique des mots, et puis Serge Gainsbourg. À 28 ans, Beck sort son 6e album, un bon Beck qui picore dans 20 ans de musique noire et qui pond une nouvelle fois un petit bijou, un funk ludique et lubrique. Beck ce soir au Zénith. Et puis demain soir, le président Chirac inaugurera le mur de la paix 2000, un mur installé pour 3 mois sur le Champ de Mars, dans la perspective de la Tour Eiffel. C'est Clara Alter qui imaginait ce mur, mis en espace par l'architecte Jean-Michel Wilmot. Reportage Antoine Cormery, Clara Monteil et Bernard Puissessou. C'est un monument dédié à la paix, posé sur le Champ de Mars, le dieu de la guerre. Ce mur, librement inspiré de celui de Jérusalem, est l'œuvre d'une femme amoureuse de la calligraphie. Aujourd'hui, elle rend hommage à la paix en reproduisant à l'infini et en 32 langues ce mot universel. Ce que je voulais dire, c'est que le bruit de la plume, le cri de la plume sur le papier, et si on l'entend bien, il a avec chaque langue, il a un rythme différent. Il a une expression différente.
Parmi ces 32 langues et 13 alphabets, on découvre que le mot paix se dit Aman en pakistanais, Mir en russe ou encore Béké en hongrois. Devenu pavillon de verre, de bois et d'inox, grâce à l'architecte Jean-Michel Villemotte, le voyage pacifiste de Clara Alter relie la mémoire, l'écriture et Internet. Sur les parois du mur, des messages de paix sont glissés dans des interstices ou envoyés, ainsi va le progrès, sur des écrans branchés sur Internet. C'est un problème qui peut être conflictuel parce que Internet peut tuer, ou les nouveaux médias, disons en gros, peuvent tuer l'écriture, ou à l'inverse, ils peuvent éventuellement coexister. Cette immense boîte aux lettres veut donner une forme de réalité à la paix. Inauguré demain par Jacques Chirac, le mur restera devant la Tour Eiffel jusqu'à l'été. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle deux actualités. Tout d'abord, les pays exportateurs de pétrole, membres de l'OPEP, augmentent leur production, mais les prix à la pompe ne devraient guère baisser. Et puis des éleveurs de la FNSEA veulent connaître la vérité sur l'origine de la maladie de la vache folle qui supprime des troupeaux entiers et ils ont décidé de porter plainte contre X pour remonter la filière. La météo dans quelques secondes avec Isabelle Martinet à 20h50, Gérard Klein, l'Instit, suivi de Ça se discute, présenté par Jean-Luc Delarue sur le thème des fratries célèbres. À 0h50, vous retrouverez Florence Duprat pour le dernier journal de la rédaction, puis le magazine de Philippe Lefebvre des mots de minuit. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra François Hollande. À 13h, ici même, Carole Gessler, Rachid Arabe. À demain à 20h. Bonsoir, merci.